bonsoir. Donc, octobre 2005 environ, euh, je dois vous avouer que je viens de pogner un nouveau plafond pour les problèmes de santé. Je refuse toujours, comme je vous expliquais, les avertissements du médecin. Je ne veux pas avoir de fistule, je ne veux rien savoir de ça. Le problème, c'est que là, présentement, euh, un des, un des marqueurs, en fait, une des analyses qui permettent de savoir que les reins ne fonctionnent pas bien, c'est ce qu'on appelle la créatinine. Et c'est ce qui est testé de toute façon généralement à toutes les prises de sang. Ce n'est pas que ça qui permet de savoir que ça ne va pas bien, mais ça est un indicateur important. Et quand ça se met à monter et que l'acide urique, donc les déchets dans le système, se mettent à monter également, d'habitude, c'est pas bon signe. Et dans mon cas, bien évidemment, j'avais beaucoup de protéines dans les urines. L'acide urique montait également et la créatinine également montait beaucoup. Lorsque l'acide urique commence à monter, ça cause évidemment toutes sortes de symptômes parce que, si vous ne le savez pas, les reins sont les filtres du corps. Donc, et c'est eux d'ailleurs qui créent l'urine. Donc, à partir du moment où les reins fonctionnent moins bien, soit dit en passant, ils ont un paquet d'autres fonctions. Je pensais que j'en connaissais beaucoup avec mes cours de biologie. Et je me suis rendu compte que malheureusement, j'en connaissais pas tant que ça. Quand vous vous retrouvez en situation où les reins ne fonctionnent pas, vous réalisez malheureusement qu'il y a beaucoup de choses que les reins fonctionnent. Et que les reins, c'est-à-dire gèrent et que les reins ont comme fonction. Bref, ça va pas bien, mes reins fonctionnent de moins en moins bien. Si bien que là, je travaille encore beaucoup, comme je vous expliquais. Je travaille de soir comme paramédic. Excusez, je travaille de nuit comme paramédic, en fait. Je travaille de 10h30 le soir à 7h30 le matin, à cette époque-là. Le matin, quand je termine, souvent, je me précipite. Ben là, on était à la fin de ça, du moins, quelques semaines auparavant, je me précipitais à Mont-Tremblant sur le circuit routier pour travailler comme paramédic, ce qui m'amenait généralement à 5-6 heures le soir. Je revenais chez moi en catastrophe, je mangeais, je dormais peut-être une heure ou deux, et je retournais faire ma nuit d'ambulance. Bien évidemment qu'à travailler comme un débile comme ça ne m'a pas aidé. Je dormais pas beaucoup, évidemment, je dormais une heure ou 2 heures par nuit. Et pour rajouter à tout ça, j'avais décidé de faire un certificat à l'université. Donc, octobre arrive, je vais vraiment pas bien et je suis rendu que je suis obligé de prendre du Gravol et du Tylenol aux 4 heures parce que j'ai mal au cœur tout le temps, j'ai mal à la tête tout le temps. Donc, je travaille intoxiqué, mon système est intoxiqué et ça va vraiment pas bien. J'ai froid pour rien et plus ça va, plus les journées avancent et plus mes symptômes prennent de l'ampleur. Donc, si bien que je t'offre un mois comme ça. Et le dernier soir que j'ai travaillé en novembre, le lendemain en fait, je me couche en début de soirée. J'étais complètement exténué et j'habitais avec un coloc à l'époque. Et je me suis réveillé en sursaut. Pourquoi, je ne le sais pas. Le mal de cœur m'a pogné. Mais vraiment des nausées importantes. Ce qui m'était déjà arrivé auparavant, mais pas cette fois-là. Cette fois-là, je me suis précipité à la salle de bain. Je me suis mis à forcer, à faire des efforts de vomissement, mais vraiment de façon extrêmement intense. Et à chaque fois que je forçais, c'est comme si le sang me montait dans la tête et ça ne voulait pas redescendre. Je ne peux pas l'expliquer mieux que ça, c'est difficile pour moi de l'expliquer. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je me sentais la pression monter à chaque effort de vomissement et monter vraiment d'un coup sec. Ce qui fait qu'après quelques efforts, je me suis senti la tête extrêmement grosse, je me suis mis à boire noir et je me suis très bien m'être dit, ben, ça y est, c'est à soir que je vais mourir. Je vous dirais que j'ai pas du tout apprécié ce feeling-là. C'est la première fois que j'étais confronté à ce genre de réaction-là. Puis lorsque je suis sorti de la salle de bain, parce que j'ai fini par en sortir, mon coloc à l'époque, qui est également policier, donc qui est habitué de voir des situations assez problématiques, me dit « ça serait peut-être temps qu'on appelle l'ambulance. Hein? »
Et moi, de répondre non, non, moi, il n'est pas question qu'une ambulance vienne me chercher. Je faisais déjà de l'ambulance à temps plein à cette époque-là. Il n'était pas question que j'embarque en arrière sur une civière. Donc, je lui demande d'appeler une amie de fille qu'on a en commun et qu'elle puisse venir parce que je vous dirais qu'à ce moment-là, ce que j'avais besoin, c'était d'une présence collée sur moi, quelqu'un qui pouvait me rassurer, quelqu'un qui pouvait me réconforter, un peu comme une mère aurait pu faire. Et malheureusement, ma mère faisait longtemps que j'avais coupé les ponts, fait que ma mère n'était pas dans mon entourage, disons. Alors, je me suis rendormi, cette amie-là est arrivée, et je peux vous dire que je me suis réveillé lorsqu'elle s'est collée sur moi, et ce feeling-là, je pourrais jamais le décrire, cette espèce de feeling-là de bienfaisance, comme je vous dis, comme une mère qui se colle sur son enfant, ça m'a permis de passer la nuit. Vraiment, là, puis de façon plus sereine, je vous dirais. Le lendemain matin, je me suis présenté à la clinique de prédialyse où j'avais déjà commencé mon suivi. Et l'infirmière, évidemment, j'explique les symptômes à l'infirmière. De toute façon, juste à me voir la face, c'était évident que ça n'avait pas bien été. J'avais le dessous des yeux, toutes les veines dessous des yeux avaient éclaté. J'avais une bande au niveau du cou, tout avait éclaté également. J'avais la face gonflée comme quelqu'un avait été extrêmement malade. J'avais les yeux injectés de sang. Alors, passe les prises de sang, elle me dit écoute, ça regarde pas bien, hein, mais je vais attendre les résultats et je te rappelle. Alors, je repars avec ma voiture, ça c'est dans le nord de Montréal et moi j'habitais à Laval. Fait que vous comprendrez que la distance n'est pas tellement grande, on parle de peut-être une quinzaine de minutes de voiture. Et pas tellement longtemps après, mon télévertisseur, parce qu'à l'époque j'avais pas de cellulaire, le télévertisseur a sonné avec le numéro de la clinique. Et l'infirmière, finalement, j'ai réussi à l'appeler en arrivant à la maison. Elle me dit écoute, j'ai essayé de t'appeler chez toi, je t'ai texté, je t'ai pagé. J'imagine que les nouvelles ne sont pas très bonnes. Ben, elle dit, en fait, non seulement les nouvelles ne sont pas bonnes, mais on va devoir te rentrer en dialyse d'urgence parce que présentement, ta fonction rénale est à peu près à 0,1%. C'est-à-dire que dans le fond, c'est pas tout à fait compatible avec la vie. Là, vous faites annoncer ça, vous avez pratiquement 30 ans, puis vous êtes convaincu que vous n'irez jamais en dialyse, que vous allez vous en sortir, et là, on vous annonce en pleine face que là, ben, c'est bien de valeur, mais vous allez y aller. Je vous dirais que cette nouvelle-là est extrêmement difficile à digérer, et effectivement, la peur, littéralement, la peur s'est emparée de moi, puis la peur, je peux vous en nommer plusieurs, là, mais comme je l'ai probablement déjà dit dans une autre vidéo auparavant, la peur, évidemment, l'inconnu. Qu'est-ce qui va m'arriver? Où ça va mener? Comment je vais réagir? Là, c'est quoi les prochaines étapes? Donc, la peur de l'inconnu, la peur de souffrir, évidemment, et par-dessus tout ça, évidemment, ben, la peur de mourir. Puis je pense que malheureusement, beaucoup de gens l'ont, et c'est souvent ce qui fait que les gens ne veulent pas consulter. Donc, la journée passe et le lendemain, je me présente à l'hôpital pour recevoir le premier traitement de dialyse. Et évidemment, parce que j'avais refusé d'avoir une fistule et qu'elle n'était pas prête, ben, la seule possibilité de faire une dialyse d'urgence, c'est par la veine fémorale, donc dans la cuisse. Ça n'a vraiment pas été une dialyse de tout repos. Je filais pas bien. Évidemment, quand tu es dans cette situation-là, le sang ne coagule pas super bien non plus. La dialyse de mémoire a duré presque 4 heures. Et lorsqu'a été le temps de terminer la dialyse et de retirer le cathéter, tu as du personnel hospitalier qui doit faire une pression sur la cuisse parce qu'évidemment, une cuisse, ça saigne beaucoup. Je le savais déjà parce que c'est ce qu'on m'avait enseigné en technique ambulancière à l'époque. Donc, dans un fémur, la veine et l'artère principale peuvent être très problématiques dans le cas d'une fracture. Là, moi, je l'ai vécu à cause, dans le fond, de la dialyse. Et je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si la personne n'avait pas fait une pression adéquate. Ce que je peux vous dire, c'est que le lendemain de cette dialyse-là, lorsque je me suis réveillé, j'avais l'intérieur de la cuisse, à partir du genou, en fait, jusqu'à l'aine, c'était bleu, marbré, mauve, foncé, dur comme de la roche. Ça ne prenait pas la tête à Papineau pour savoir que j'avais saigné énormément dans la cuisse.
2 jours après, j'ai une opération de cédulé pour faire poser un cathéter dans la cage thoracique, donc un cathéter qui doit se poser dans la veine jugulaire. Parce que, comme je vous disais tantôt dans la vidéo précédente, lorsqu'on n'a pas de fistule et qu'on a besoin d'avoir une voie d'accès pour faire de la dialyse, ben c'est l'option, malheureusement, qui est restante. Et je vous montrerai une photo si je suis capable. Vous avez un cathéter de brancher dans la cage thoracique, directement dans la jugulaire. Ça veut dire que pendant des semaines, des mois, ben, les douches ne sont pas nécessairement faciles à prendre. On oublie tous les sports dans l'eau, natation et compagnie. On oublie tous les sports de contact. Ça devient problématique. Et vous avez tout le temps une espèce d'épée de Damoclès qui vous traîne au-dessus parce que ben, vous ne voulez pas le faire accrocher. Parce que si quelqu'un s'est dessus, l'arrache ou peu importe, ben, c'est fini, la veine jugulaire se vide. Et, pas la veine jugulaire, mais c'est ça, la jugulaire, excusez. Donc, se vide. Et malheureusement, vous ne resterez pas en vie très longtemps. Donc, il y avait tout le temps cette peur-là. Et je vous dirais que cette arrivée-là en dialyse a été une des étapes les plus difficiles, les plus problématiques de ma vie. Je vous dirais que même d'en parler, c'est pas simple parce que ça m'oblige à me rappeler des événements qui ne sont pas nécessairement faciles. Mais je trouve important de le faire parce que, comme je vous expliquais, l'erreur principale que j'ai faite dans cette histoire-là, du moins pour l'histoire de la dialyse, c'est de ne pas avoir écouté le médecin et de ne pas avoir agi à temps. Et je me suis juré que plus jamais je ne ferais ce genre d'erreur-là. D'ailleurs, c'est pourquoi maintenant la fistule, j'en ai une, parce que mon état de santé s'est redétérioré et ça, je vous expliquer plus tard ce qui s'est passé. Mais j'ai accepté d'avoir une fistule cette fois-ci pour ne pas revivre le même calvaire. Et je vous explique comment ça a dégénéré à cause de ma tête de cochon dans la prochaine vidéo. À tout de suite.